La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. Avec Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle de politique, c'est ça Mosley? Oui, nous parlons de politique comme à l'accoutumée pour revenir sur ce qui fait l'actualité en ce qui concerne cet aspect de la vie nationale, notamment en rapport avec la conférence de presse que Mokani Ouangou, le président de l'Union et Solidarité, a animée le samedi dernier du côté de la Chambre de commerce. Et l'ambition pour lui avait été de pouvoir restituer du moins les raisons qui l'ont amené à s'engager au gouvernement Isozen Gondé 3. Tout le monde a pu constater la nomination le 4 mai dernier. Le 4 mai. Voilà, le 4 mai dernier. Le 4 mai. À ce titre, évidemment, nous, on est très intéressés parce que c'est vrai qu'au moment où il s'engageait à aller prêter serment, il avait dessiné sur son compte Facebook les étapes à suivre pour pouvoir pleinement prendre la mesure de sa décision, mais également prendre l'avis de ceux qui se sont constitués en détracteurs, mais également ceux qui sont au sein de sa formation politique. Vous savez qu'il avait annoncé dans son argumentaire dans lequel il fait le plaidoyer d'être bantou. Il disait qu'il entendait, lui, commencer d'abord par aller prêter serment. À la suite du serment, il devait réunir les dirigeants de sa formation, du moins ses collègues du parti. Et ensuite, le vendredi, il allait s'exprimer pour pouvoir donner le résultat. Alors, Mosley, avant d'avancer, pendant le week-end, Mokani Ouangou était... le ministre Mokani Ouangou était l'objet de la risée des internautes parce qu'on comparait son acte à l'acte d'une femme qui, du côté du Tchad, hein, qui a refusé de prêter serment. Est-ce que les contextes sont identiques? Est-ce que les motivations sont pareilles? Je dirais pas d'abord, pour commencer, qu'il n'a pas été la risée. Les gens ont juste voulu le charrier. Mais je crois que le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Faut pas confondre. Angleterre et pommes de terre. Pratiquement. Donc, à ce moment-là, on tentacule se retrouve. ta tante. Parce que désormais, le sobriquet qu'on lui colle, du moins à Mokani Ouangou, c'est celui d'être bantou. Et lui-même, il l'a dit. Oui. Lui-même, il a dit, il a commencé par « Je suis bantou ». Qu'il a revendiqué. Et j'avais expliqué ici la dernière fois, notamment le vendredi, que le fait de parler, de mettre en avant l'idée d'être bantou était beaucoup plus dans le sens de pouvoir faire en sorte qu'il mette en avant la tradition qui est la nôtre, les valeurs traditionnelles qui veulent que lorsqu'on est en situation de crise, eh bien, qu'on se retrouve toujours à discuter avec l'autre pour pouvoir trouver le juste milieu. Et vous savez que le Gabon a une tradition en ce qui concerne la politique où tout s'est toujours fait sur la base du consensus, sur la base de la consultation, sur la base de la discussion, sur la base du dialogue. Donc à ce titre, il était évident que en se réclamant bantou, Mokani Ouangou a bien évidemment en amont commencé par rechercher les moyens qui lui permettraient de pleinement assumer la charge qui est désormais la sienne, notamment en se constituant comme celui qui pourrait être l'interface de discussion, parce qu'il représente une opposition aujourd'hui que beaucoup décrivent. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que lorsqu'il fait l'objet de railleries au niveau des réseaux sociaux, mais notamment peut-être un tout petit peu dans la presse, peut-être que les éditions de ce jour, du moins de cette semaine, pourront le caricaturer. Ce qui se passe, c'est que les gens pensent depuis 2016 qu'il faut forcément rester dans ce clivage qui est né à la suite de l'élection présidentielle, où quand on a choisi d'être du côté de Jean Ping, eh bien on reste de ce côté-là, on ne peut plus faire de concessions, on ne peut plus non plus penser à la République, on ne peut plus se penser en tant qu'héritier d'une tradition, mais beaucoup plus rester dans la posture de j'ai choisi d'être dans le CNR, la Coalition pour la Nouvelle République. À ce titre-là, j'ai pas besoin de discuter avec l'autre camp, on doit jusqu'au bout revendiquer notre victoire et arriver au pouvoir. Donc, c'est d'abord le premier reproche qui lui est adressé. Ensuite, le second reproche, c'est le fait qu'il attend
il a passé du temps à décrier le mode de gestion, la surexposition en termes de conservation du pouvoir, non seulement du parti qui a la majorité au Parlement aujourd'hui, qui garde la majorité au Parlement aujourd'hui, notamment à travers le Sénat, mais également par la personne du chef de l'État qu'ils ont toujours eu à indexer nommément, comme on dit. Et à ce titre-là, aller prêter serment devant lui, pour beaucoup, ça paraissait comme un manque de sérieux, comme quelqu'un qui se renierait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une construction républicaine et la République veut qu'à un moment donné, on fasse taire nos appétits personnels, nos égos, mais qu'on mette en avant l'intérêt général. Et c'est tout le sens, non seulement de l'ouverture prônée par Ali Bongo depuis la sortie de l'élection présidentielle avec les différents gouvernements, mais également des opposants qui ont accepté volontiers, notamment à partir du dialogue politique d'Angondje jusqu'aux récentes nominations. On voit bien qu'il y a aussi une volonté manifeste de chaque camp, de chaque groupe, de chaque situation à faire en sorte que les choses évoluent. J'avais dit ici la dernière fois que, par exemple, pour le cas de Michel Menga, il avait été question, au moment de l'appel au dialogue, il avait clairement fait savoir à ses amis de l'opposition que, nous ne pouvons pas aller au dialogue, mais ça fait 2 ans que nous ne parvenons pas à arracher le pouvoir à Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à ce moment-là, il faut bien que les acteurs qui s'estiment responsables, qui s'estiment utiles pour la nation, qu'ils se mettent en branle pour faire en sorte que les choses avancent. On va pas, comme j'ai pu lire quelque part, notamment de Dioumi Mubasango, qui disait lors d'une discussion avec un ami, qui faisait savoir que on ne va pas rester au carrefour à Wendje pendant 2 ans. Imagine-toi, tu es au carrefour à Wendje, parce que beaucoup estiment que 2016 a été un carrefour, mais si tu restes au carrefour pendant 2 ans, qu'est-ce qui va t'arriver? Avec les intempéries, le soleil et tout le reste, tu tombes malade. Mais donc, à un moment donné, il faut bien avancer, il faut rechercher d'autres voies, il faut chercher d'autres moyens qui vous permettent d'aller aux avant-postes. Maintenant, comparer cela à la situation de la Centrafrique, du Tchad, ce n'est pas comparable. Parce que au Tchad, on vient d'avoir une nouvelle constitution qui a été mise en place, qui incarne, je crois, entre la 4e et la 5e République. La 5e. Voilà. La 5e République de ce pays. À ce titre-là, il y a eu un certain nombre de modifications constitutionnelles qui ont fait que, on devait peut-être... On décide de la procédure. On devait chercher une procédure pour la prestation de serment, étant donné que là-bas, le président est désormais le seul chef de l'exécutif, parce qu'il n'y a plus de premier ministre au Tchad. Donc à ce moment-là, la dame qui allait prêter serment, elle prêtait serment, c'était même pas vis-à-vis de Idriss Déby qui avait problème, c'est vis-à-vis de la formule de prestation de serment qui, au lieu d'être engagé sur le sens de la laïcité, qui devrait permettre à toutes les personnes qui se retrouvent d'une confession ou d'une autre à pouvoir pleinement prêter serment sans qu'il y ait du moins un blocage lié à sa foi, parce que après tout, ce sont des pays suffisamment ancrés soit dans l'islam, où les gens ont aussi des fortes convictions religieuses, notamment en ce qui concerne la chrétienté. Mais moi je comprends pas pourquoi on rabat la République à des convictions religieuses ou pas. Non, ça parce que on appelle ça comment, la foi, c'est... La foi est personnelle. La foi est personnelle, ou bien l'exercice de la foi est un droit fondamental, c'est ça? Oui, on fait le choix de sa religion, évidemment. Donc c'est un droit fondamental, mais on n'a pas à l'imposer en réalité en République. Mais il se trouve qu'il y a des États quand même dans le monde. Mais pourquoi simplement on ne dit pas je jure devant la Constitution de respecter mes engagements? Pourquoi introduire la divinité dans les instances républicaines? Parce que ça donne plus de poids. Ça donne plus de poids, ça donne plus de majesté. Mais pourquoi le président Ali Bongo ne refuse pas de jurer devant la Constitution? Il est musulman, non? La Constitution, c'est écrit devant Dieu et devant les hommes. C'est un cas spécifique du Gabon, parce que le Gabon a choisi d'être une république laïque. Donc, il n'est pas question de faire prêter serment à quelqu'un, soit sur le Coran, la Torah, ou encore sur la Bible. Mais dans la Constitution gabonaise, il y a des éléments. Il y a des éléments religieux. Genre quand on dit devant le peuple, devant Dieu et devant le peuple. Oui, il y a des éléments religieux. Mais c'est pas écrit devant Allah.
Non, c'est pas devant Allah, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça dépend de la constitution de chaque pays, ça dépend de ce que le leader veut faire passer comme message. Et à ce titre, je crois que vous savez que le Tchad, je ne connais pas la proportion en ce qui concerne la religion musulmane au niveau du Tchad, mais ce qui est sûr, j'imagine bien que ça doit être au-delà de 50%, dans la mesure où quand on voit même leur chef de l'État, on voit rien que c'est pas par l'habit qu'on reconnaît le moine, mais ça permet de l'identifier au moins. Donc à ce moment-là, quand on voit son accoutrement, de façon générale, il est habillé en boubou. Et c'est le signe distinctif et particulier des personnes de confession musulmane. Donc je crois qu'il y a eu certainement un amalgame parce qu'après, elle est quand même revenue prêter serment. Oui, après elle est revenue prêter serment, voilà. Et le serment a été validé. Oui, elle a remis la même formule. Elle a toujours dit devant Dieu et devant les hommes. Au lieu d'Allah. Donc je vois... Mais après, il y a un autre ministre qui a refusé de prêter serment parce que elle a dit que les chrétiens n'ont pas le droit de jurer sur la Bible. Elle a direct été évincée du gouvernement et remplacée par un général le même jour dans la même procédure. Parce que j'ai fait des recherches. Mais le véritable problème... Donc il y a un problème. Il y a une chrétienne qui accepte de jurer au nom de Dieu sur la Bible et une autre qui refuse. Donc du coup, tu vois, même au sein de leur congrégation religieuse, il n'y a pas l'entente. Pourquoi donc établir ces éléments religieux dans les instances républicaines? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des courants, les chrétiens ont une interprétation parfois plus large des scènes d'écriture et des définitions quand même assez parfois incompréhensibles. Vous verrez que ce que l'autre a dit en disant que je ne peux pas prêter serment devant la Bible, mais c'est ça a valeur. Par exemple, dans notre société gabonaise, à une époque, on vous disait ne blaguez pas avec le Nouveau Testament ou la Bible. On ne jure pas dessus, sinon c'est la mort. Donc certainement que dans la congrégation religieuse dans laquelle se trouve cette dernière, eh bien, la Bible reste cet outil sacré qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas blaguer avec. Donc, soit elle est très poussée dans les églises évangéliques parce que ce sont eux qui ont souvent cette foi suffisamment qui parfois oppresse et ne permet pas à l'humain de s'autodéterminer, mais on voit l'autre qui fait montre d'ouverture quand même lorsqu'elle choisit simplement de demander à ce que la formule soit autre que celle qui consacre le nom Allah. Donc à ce moment-là, vous voyez qu'il y a deux positions. On a certainement une qui est très ancrée dans une foi exacerbée et l'autre qui reste moderne, qui reste démocrate pour faire en sorte qu'il y ait toutes les sensibilités qui soient acceptées. Donc à ce moment-là, la situation n'est pas la même. Encore une fois, même avec Mukani Ngo, la situation n'est pas la même. Le contexte est différent. Et parlant de Mukani Ngo, il y a un auditeur qui dit qu'il sait bien que ce n'est pas le sujet du jour, mais par ailleurs, est-ce que le choix de Mukani Ngo n'est pas simplement justifié par l'échec de Moubamba? Ces deux partisans opposés dans l'UPG, le but étant de maîtriser l'UPG en fait. Est-ce que le but est de maîtriser l'UPG? Je ne crois pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question de rechercher au niveau de l'exécutif, notamment le chef de l'État, de faire en sorte que tous ceux qui ont le potentiel, parce que au moment où Mukani Wangu avait refusé sa première entrée au gouvernement, Benoît Mbemba a été proposé à la suite. C'est pas forcément dans l'ambition de maîtriser l'UPG, sinon on aurait peut-être pris Mbumba Nzengi à nouveau. Voilà, mais la question aujourd'hui, je crois, quand on regarde bien, c'est beaucoup plus géostratégique, sinon géopolitique. Parce que quand vous regardez la configuration, il faut qu'il y ait forcément dans chaque région des personnes qui émergent et qui représentent quand même un certain leadership politique. Vous voyez, Mukani Wangu vient indubitablement de Langounié. Donc, Langounié aujourd'hui fait partie avec d'autres provinces, notamment l'Est-Ouest, des provinces qui ont plus de membres au gouvernement. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la grande opposition aujourd'hui à Ali Bongo est partagée entre les Fonds et les Pounou. Donc, avoir un Pounou de la carrure de Mukani Wangu au gouvernement, eh bien, ça donne quand même certains appétits. Ça permet aux Pounou qui sont dans l'opposition et qui sont
présentés comme des radicaux, de se dire, bon, il y a quand même un des nôtres qui est là parce que, encore une fois, au Gabon, on s'engage en politique par la personne, pas par l'idéologie, pas parce que la formation politique est suffisamment implantée. Donc, à travers Moukani Ouangou, certainement qu'on pourrait calmer les ardeurs d'une certaine frange de la communauté mériée, de façon générale. Mériée. Voilà, mériée de façon générale. Et on voit bien Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non, Mérié, c'est le grand groupe qui rassemble les Pounou, les Nzebi, Massango et consorts. C'est comme ça qu'on appelle ça. Si tu as envie de le prononcer, si tu as envie de bien mettre l'accent. Elle est mieux. Mérié. Gina a fait les études d'anthropologie. Mais c'est son origine. Ah bon, hein? Ouais. Ça, c'est du tribalisme que C'est tu pour fais. ça que je maîtrise le 4 mai. Au contraire, c'est une fierté. Il faut conserver les identités. Donc, à ce titre-là, on ne peut pas complètement dire qu'il s'agit simplement d'une volonté de récupérer l'UPG. On a vu tous les membres tous les anciens lieutenants comment on appelle, de Pierre Mamboundou sont passés au gouvernement. Et dans ce gouvernement, on en a deux. Parce que ce que les gens ne disent pas suffisant, Mbadinga a toujours été proche de Pierre. Mbadinga, c'est pas le gars qui a... David Mbadinga. C'est pas le mec du CGE, là, qui avait fait recours au ministre de l'Intérieur. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Oh, le pays là est beau, hein. C'est lui, effectivement. Donc, à ce moment-là, on voit... Il est ministre de quoi? Il est ministre du Commerce. D'accord. Donc, Donc le ministre de l'Intérieur est déjà son collègue. Ils sont déjà collègues. Voilà, ils sont déjà collègues. Donc, à ce moment-là, on voit bien que c'est une volonté purement d'essayer de rétablir les équilibres, de faire en sorte que toutes les sensibilités nationales, quand vous allez regarder, la plupart des nominations qui ont été effectuées ont été faites sur la base de la géopolitique qui a toujours existé dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a remplacé mot pour mot. Vous prenez par exemple le cas de l'ACB Bricolo à Okonja, vous verrez que Ano Ngandja a été préféré au Tungo au Sibadjo. Vous verrez dans la commune de Franceville, vous avez au Yiba, Justin Ndangoy. Vous avez au niveau de Lambaréné, la jeune Laetitia Diekoué a remplacé, j'oublie juste son nom, un autre ministre qui était là avant, qui était également ministre délégué. Vous allez dans l'Angounier, c'est pratiquement la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées au gouvernement. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui en ressort de la conférence de presse de Moukani Ouangou? Ce qui en ressort de la conférence... Concrètement, de la conférence de presse au-delà de du bavardage. Au-delà de tout ce qui se dit et de tout ce qui a été présenté, ce qui ressort, c'est que Moukani Ouangou s'est retrouvé dans une situation où il a consulté tout le monde, et même au sein de sa formation. Ils sont même passés par un vote pour savoir s'il doit rester au gouvernement ou pas. Près d'une cinquantaine de membres étaient le collège, près d'une cinquantaine de membres, mais seuls 38 ont décidé d'être votants. Et sur les 38, Moukani a eu 100%. Malgré les 16 abstentions. On imagine bien que les 16 abstentions viennent d'une certaine frange, d'un certain nombre de jeunes qui bouillonnent à l'intérieur, qui bouillonnent de l'intérieur et qui entendent en découdre. Notamment quand on voit le troisième vice-président de l'US qui évidemment avait déjà fait savoir sa position, mais également la responsable de l'Union des jeunes de leur formation politique, elle aussi, Elsa Boukandou, elle a dit qu'elle ne s'inscrit pas dans la même logique que Moukani Ouangou. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même de la démocratie. Kevin, oui. Il ne s'inscrit pas aussi. Non, il n'était pas. C'est sûr qu'il s'est mis abstent. Il a préféré l'abstention. Donc à ce moment-là, ayant eu la majorité des voix qui au lieu de la fidélité, il préfère l'abstinence. Voilà. Donc, à ce moment-là, on voit bien que Moukani Ouangou fait l'unanimité au sein de sa formation. Même l'orage qu'on présageait peut-être ne va pas arriver puisqu'il a eu la majorité des voix qui ont du collège qui dirige sa formation politique pour dire qu'il doit rester au gouvernement. Donc à ce titre, lui, il dit qu'aujourd'hui, il est héritier d'une tradition politique qui enseigne qu'en toute circonstance, il faut avoir l'intelligence de la situation pour sortir de l'émotion et qui envahit tout individu. Donc il faut éviter que les uns et les autres restent dans l'émotion, mais qu'on passe beaucoup plus dans l'action, qu'on pense à la raison, qu'on mette en avant le fait que nous sommes dans une situation de blocage. D'ailleurs, il a dit que ça fait 2 ans qu'il tourne en rond, mais ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut trouver d'autres leviers qui peuvent permettre à ce qu'on sorte de cette crise politique, qu'on sorte de cette situation difficile qui est la nôtre aujourd'hui, aussi bien politiquement qu'économiquement. Mais cela, il faut que toutes les forces vives de la nation participent
à l'édification du Gabon nouveau, mais ce Gabon nouveau ne peut pas se faire uniquement avec les gens de la majorité. C'est vrai que lui-même, il a peut-être commis une bourde en disant que le PDG, par la dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en... la fin du gouvernement Issoufou Ngondé II, il s'est inscrit dans une logique où on a fait éclater les clivages majorité-opposition. Peut-être c'est une méprise. Moi, je considère que c'est une méprise parce que ça continue à exister. La seule Assemblée nationale ne peut pas consacrer, du moins le seul fait de l'inexistence de l'Assemblée nationale ne peut pas consacrer le fait qu'il n'y ait plus de clivage opposition-majorité. Parce que Mokani Ouangou ou encore... Michel Menga ou David Baniga n'incarnent pas eux seuls l'opposition. Encore qu'aujourd'hui on pourrait leur faire poser la question, du moins on pourrait leur poser la question de savoir, mais vous dites que les clivages ont éclaté, mais il reste que quand vous avez choisi d'aller au gouvernement, donnez-nous votre nouvelle appartenance, votre nouvelle coloration, puisque Jean Ping lui reste avec son groupe, ça sous-entend qu'il se reste dans l'opposition. Donc à ce moment-là, il y a quand même beaucoup de choses à redire, mais le plus important c'est de savoir qu'il s'est engagé à faire en sorte qu'il soit quand même un outil utile pour le gouvernement et que ces actions puissent permettre à ce qu'on parvienne à sortir de la situation que nous connaissons aujourd'hui et que finalement c'est un engagement républicain dont on a besoin aujourd'hui et dont l'exécutif a besoin parce que plus on n'aura pas la mort de l'opposition, parce que si on arrive à une situation où on n'a plus d'opposants, Ali Bongo lui-même se retrouvera en danger. Vous avez vu, lorsque l'opposition avait été affaiblie avant l'arrivée de Jean Ping, notamment avant les élections présidentielles, on a vu ce qu'il y a eu comme clivage entre le Mogabo et les autres, et ce que ça a donné comme coup sérieux à la majorité. Donc à ce moment-là, il faut ouvrir le gouvernement, mais il faut laisser le jeu constitutionnel se jouer, notamment en organisant les élections législatives qui vont déterminer des nouvelles postures, sinon qui vont engager les nouvelles forces pour pouvoir participer à la gestion durable et convenable du pays. Merci Mosley qui est avec nous. Gina, le jeu Bet 241, as-tu des résultats? Le jeu Bet 241, on a des résultats et la question du jour, comme on vous l'a dit, était que signifie 241? Donc la bonne réponse était bien sûr l'indicatif du Gabon. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de bêtes dans le monde. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bêtes. Le Bet 241 doit être identifié. Le bet au Gabon doit être identifié, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, vous étiez nombreux à envoyer la bonne réponse, mais le gagnant de ce jour est monsieur Ongangi Frankie. Ongangi Frankie est le gagnant du jour. Donc, vous rejoignez nos deux précédents gagnants, Nelson Akoma et Alex Masaka. On vous contactera pour que vous puissiez venir vendredi récupérer vos lots et rencontrer aussi l'équipe de Bet 241 Gabon. Voilà. Merci, c'était donc le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm